Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Savez-vous que vous passez le tiers de votre vie à dormir et que les 2 autres tiers dépendent de la qualité de celui-ci? Et oui, le sommeil est un processus biologique indispensable pour votre vie. Il existe toutefois différents troubles qui nous empêchent d'avoir un sommeil réparateur et qui affectent notre vie quotidienne, dont l'insomnie qui touche à peu près 25% de la population mondiale. Pourquoi ou comment devient-on insomniaque? Comment peut-on réparer son sommeil? Quelles répercussions a la dette du sommeil sur notre vie, mais surtout sur notre santé? Voilà en gros les questions auxquelles nous allons répondre avec nos invités. Et nous recevons pour en parler le professeur Benatman Mohand Tayeb. Vous êtes chef de service psychiatrie à Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également Lilia Khlil. Vous êtes insomniaque, vous êtes une personne en gros qui a beaucoup de mal à trouver son sommeil. Merci de venir témoigner. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, professeur Benatman, je disais à l'instant que nous passons le tiers de notre vie à dormir. Cela équivaut à peu près à 29 ans pour une personne, par exemple, qui a 90 ans. C'est énorme, hein. Pourquoi doit-on dormir? Qu'est-ce qui se passe au juste pendant notre sommeil? Le sommeil, c'est une fonction essentielle, puisqu'elle existe dans le règne animal, elle existe aussi dans le règne végétal. C'est connu que même les plantes, elles arrivent à un... Oui, elles dorment, que ce soit la moisissure ou les champignons, au niveau du règne animal et bien sûr au niveau du règne humain. Et donc le sommeil, parce qu'il a une fonction très importante, tant sur le plan psychologique que sur le plan physiologique. Oui. Sur le plan psychologique, il permet donc la restitution pratiquement de la mémoire de l'individu, donc il aura une meilleure concentration, une régénération donc des fonctions mentales. Sur le plan somatique, c'est le repos, donc c'est la mise au repos du cœur, de la respiration, aussi de l'activité cérébrale le soir. Donc tout ça, vous imaginez que c'est le sommeil qui va rétablir de recharger ses batteries. Absolument, c'est le moment de recharger ses batteries. Oui. Alors, Madame Lilia, vous êtes, je le disais à l'instant, vous êtes une personne qui a du mal à trouver son sommeil. Dites-nous un peu à quoi ressemblent vos nuits. Mes nuits sont très difficiles. Je prends beaucoup de temps pour m'endormir et il m'arrive de rester au lit jusqu'à 1 ou à 12 heures pour retrouver le sommeil. Vous dormez jamais avant 2 heures du matin ou 3 heures du matin, c'est ça? Je dors très tard la nuit, très tard la nuit. Cela commence à vous peser d'ailleurs. Professeur, les personnes qui ont justement des difficultés à trouver le sommeil sont de plus en plus nombreuses autour de nous. Ils représentent quelque chose comme 30% de la population mondiale. Est-ce que selon vous, c'est le mode de vie actuel, le mode de vie contemporain qui fait qu'on devient de plus en plus insomniaque? Oui, avant de répondre, je dirais que les gens qui dorment peu ou qui dorment beaucoup, c'est pas tout à fait pathologique. C'est une nature. Oui. Il y a des gens qui dorment ce qu'on appelle les petits dormeurs, ils dorment 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il y a une part de génétique en fait. Voilà, oui, et donc c'est largement suffisant pour reprendre le lendemain une activité tout à fait normale. Il y a aussi des personnes qui sont des bons dormeurs, donc qui nécessitent un peu plus de temps par rapport aux autres pour être en forme. Donc on parle d'insomnie ou de répercussion, c'est à partir du moment où le lendemain on devient fatigué, irritable, instable, on a une dette du sommeil, c'est-à-dire on a la somnolence diurne, et c'est à partir de là que... Quand on ressent ce manque de sommeil, oui, en fait. C'est là où les gens consultent et il y a une souffrance quelque part. Oui. Et donc, on vous l'avait dit, effectivement, dans nos consultations, que ce soit de psychiatrie ou de médecine générale ou en médecine interne, ça commence à être l'un des motifs principaux de consultation. Et comme vous l'avez dit aussi, avec l'apparition ces dernières années de jeux électroniques, de télévision, d'écran, surtout la lumière bleue, etc. Oui. Tout ça, c'est des facteurs qui vont accentuer ou aggraver ou font apparaître à la limite des troubles du sommeil. Oui, pour voir justement cette souffrance dont vous parliez à l'instant, on va voir un reportage. C'est un reportage signé Falida Benneslam. Regardez. Après de dures journées remplies d'activités et de stress, le sommeil vient aider notre organisme à se réparer et à refaire le plein d'énergie. Le sommeil, c'est un état physiologique qui se caractérise par 2 phases. Une phase lente et une phase rapide. La phase lente, elle est caractérisée par 5 phases et la phase rapide, elle est située, on les appelle la phase paradoxale et avec des mouvements oculaires et des rêves. Plusieurs facteurs peuvent affecter notre qualité de sommeil. Chez les insomniaques, les principales raisons sont généralement d'ordre organique ou psychologique.
On a trois types, les dysomnies, les insomnies et les parasomnies. On a les insomnies, on a deux types, occasionnels et chroniques. Occasionnel, ça arrive à n'importe qui, qui dure de quelques jours, pas de problème. On a les insomnies chroniques, on a les primaires, les d'origine organique et d'origine psychiatrique. Les troubles du sommeil s'accompagnent souvent par certains signes, comme l'irritabilité, le manque de concentration, voire même plus. Mais dans certains cas, ne pas dormir signifie souffrir. C'est une souffrance, en fait, une souffrance permanente. Parce que la journée, vous pensez déjà à la nuit. Comment vous allez passer cette nuit? Est-ce qu'enfin, vous allez dormir un peu? 1h30, 2 heures, ça nous soulage. Mais rester pendant 3 jours, 4 jours sans dormir, alors le matin, vous savez, vous n'avez même pas envie de vous lever du lit. Vous ne sentez même pas cette vie qui est en dehors. La souffrance, ma famille ne sait pas, enfin, ma famille ne se rend même pas compte de la souffrance, la douleur qui est en moi. Ce qui m'empêche aussi, c'est que d'aller chez ma famille et tout. Vous n'avez pas une vie sociale normale, puisque je ne peux passer la nuit chez ma soeur ou mes frères, parce que si j'y vais là-bas, je ne vais pas dormir, donc je vais tourner dans l'appartement. C'est ce que je fais chez moi. Donc ça m'empêche d'aller vers les autres, d'aller passer la nuit ailleurs. C'est pour ça que je dois rester chez moi. J'allume toutes les lumières, je tourne autour de la maison. Après, comme c'est une insomnie, donc je vais dans un frigo, enfin j'ouvre mon frigo, tout ce qu'il y a, il faut que je mange. Enfin, vous essayez d'occuper votre soirée. Voilà, ma soirée pour que la nuit passe, mais la nuit est longue. Alors je rumine. C'est pas évident, parce qu'on se sent seul dans ces cas-là. Les gens proches, ma famille ou mes collègues ne se rendent même pas compte. Mais la souffrance, elle est présente. Je ne la montre pas. Est-ce qu'il y a un élément qui a déclenché cette souffrance? Sinon, non, on va parler. Est-ce qu'il y a un élément qui a déclenché ce trouble? Oui, avant, il y avait le boulot parce que le travail, c'est que je travaille très très tard. Et je ne dormais même pas 1 heure, 2 heures. Ensuite, il y a eu les décès. Il y a eu beaucoup de décès chez moi. Voilà. Et à ce moment-là, je ne dormais plus. J'avais peur de dormir, à un certain moment, j'avais peur de dormir parce que je faisais des cauchemars. L'heure, 1h30 ou 2 heures de sommeil, quand j'arrive à dormir, c'est des cauchemars. Je me réveille en criant. Le matin, je reste au lit, j'arrive pas à me lever parce que je suis fatiguée, exténuée, épuisée. Je n'arrive même pas à penser à la journée, ce que je dois faire, mes projets, tout. C'est comme si... puisque je n'ai pas dormi, il y a cette insomnie récurrente. Vous savez, vous ne pouvez même pas faire des objectifs, arrêter des objectifs et penser au lendemain. C'est une souffrance très forte, on la sent intérieurement, elle est là. Un sommeil de qualité et de quantité est indispensable à une hygiène de vie et à un maintien de bonne santé. Si vous souffrez d'insomnie, commencez d'abord par demander conseil à votre médecin. Alors on a vu dans ce reportage d'abord une explication des phases du sommeil. On a vu aussi ce témoignage qui a démontré à quel point le manque de sommeil ou la dette de sommeil peut être un fardeau très lourd à porter. J'aimerais qu'on sache, professeur, est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'une bonne nuit de sommeil en finalité? On parle beaucoup de quantité, mais il y a aussi la qualité du sommeil. Oui, une bonne nuit de sommeil, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les différentes phases, la phase lente, la phase rapide et la phase paradoxale où on fait des rêves, et que c'est en moyenne... Les personnes qui ne rêvent pas sont des personnes qui dorment mal? Oui, on dit généralement que le rêve est le gardien du sommeil. Ça permet donc d'avoir le sommeil paradoxal plus ou moins lent, mais c'est surtout de respecter l'architecture des différentes phases de sommeil. C'est en fait une bonne nuit de sommeil, c'est des cycles qui oscillent entre 90 minutes et 120 minutes, à raison de 4-5 cycles par nuit. Oui. Et donc à partir de là, si vous faites le compte, donc quelqu'un qui est un bon dormeur, qui a cette architecture respectée, c'est une personne qui arrive à dormir 7 à 8 heures, tel que c'est décrit un peu partout dans la normalité
Maintenant, ce qu'on appelle sommeil réparateur, c'est quand vous avez le lendemain l'absence de dette et que l'individu se sent en forme, suffisamment bien dans sa peau pour pouvoir donc amorcer sa journée. Après, on n'est pas tous égaux devant le sommeil. Hein. On peut dormir, il y a des personnes qui peuvent dormir 5 heures, ils peuvent récupérer. D'autres ont besoin peut-être de plus de 8 heures de sommeil, c'est ça? Tout à fait. Ça, c'est un peu des caractères des uns et des autres. Il y a les petits dormeurs qui n'en souffrent pas du tout. Il y a les grands dormeurs également qui ne souffrent pas du tout. Mais on ne peut parler de troubles du sommeil qu'à partir du moment où il y a une rupture avec les habitudes antérieures. C'est-à-dire qu'un individu qui a l'habitude pendant 10 ou 15 années de dormir à 2 heures ou à 3 heures du matin et qui se réveille 7 heures, 8 heures, en étant en forme et qui arrive donc à amorcer sa journée sans aucune difficulté, on ne peut parler de troubles du sommeil. On parle de troubles du sommeil à partir du moment où il y a une souffrance diurne, c'est-à-dire que l'individu perd ses capacités, perd pratiquement son autonomie en regard de la dette du sommeil. C'est à partir de là où on peut qualifier déjà l'individu. Quand on est tout le temps fatigué, on a des troubles de concentration. Et qu'on n'arrive pas à vaquer à ses occupations normalement. C'est ça le... Oui. Il y a une autre question aussi que j'aimerais vous poser, professeur, par rapport justement au fait de récupérer, c'est-à-dire à quel moment du sommeil on récupère. Par exemple, nous on a souvent entendu dire qu'il faudrait dormir par exemple avant minuit parce que c'est important, c'est à ce moment-là qu'on va récupérer, c'est à ce moment-là qu'on va avoir ce sommeil réparateur justement. Est-ce que c'est vrai ? Bon, c'est un peu vrai dans la mesure où la physiologie humaine fait que théoriquement à partir de 10 heures du soir, bon, il y a d'abord quand on commence à avoir sommeil, c'est qu'il y a une température de l'individu qui commence à se réduire d'abord. C'est l'un des premiers facteurs. En plus, il y a la sécrétion de cortisol et de la mélatonine. C'est ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. Oui. Et ensuite, il faut qu'il y ait toutes les conditions favorables pour pouvoir dormir. Mais généralement, quand on dépasse minuit, vous avez moins de sécrétion de mélatonine. Donc, pratiquement, il y a une désorganisation déjà au niveau de la physiologie du sommeil. Mais l'idéal, effectivement, serait de dormir, on dit généralement entre 10h et 11h. Oui. Lilia, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que généralement, il y a toujours des éléments déclencheurs qui vont faire que cette insomnie apparaisse pour vous? Est-ce qu'il y a eu un facteur qui a fait que vous ayez ces difficultés justement à dormir? Il n'y a pas un élément déclencheur en particulier parce que j'étais toujours une mauvaise dormeuse. Je dormais toujours très tard. Ça me suffisait, je dormais 3-4 heures la nuit, ça me suffisait assez. Mais les dernières années, ça a commencé à me peser. Je me réveillais fatiguée, je n'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à travailler. C'est là que le sommeil tout le temps fatigué à la journée à me manquer. Et vous avez dit également que lorsque vous êtes stressé, par exemple, ça vous arrive de passer des nuits blanches, c'est ça? Quand je suis stressée, oui, je peux ne pas dormir 3 ou 4 nuits d'affilée. Il y a des périodes de stress extrême dans ma vie qui m'ont causé des insomnies de 2 mois. Oui. C'était la période la plus difficile de ma vie. Parce que ne pas dormir pendant cette longue période, c'était vraiment très pesant pour moi. Vous êtes de nature une personne donc stressée, c'est ça? Oui, je suis stressée. Est-ce que c'est un facteur de risque, professeur, justement, la vulnérabilité au stress? Est-ce qu'on peut parler finalement en finalité de profil à risque? Profil à risque, enfin, ce qu'il faut savoir déjà, ce qu'elle a décrit la dame, le stress, c'est connu, le stress accentue l'insomnie. Pourquoi il accentue l'insomnie? C'est que le stress, il va agir au niveau de certaines zones du cerveau et qui elles-mêmes sont responsables du sommeil. Je vous cite par exemple le thalamus et l'hypothalamus, c'est là où agit le stress et ça dérégularise à ce niveau-là les commandes, si vous voulez, si le terme est exact, du sommeil, et à partir de là, le stress accentue de façon très importante l'insomnie. Bien sûr, j'anticipe peut-être pour la prise en charge, c'est que il faut éviter, surtout quand on est un peu stressé, de rentrer dans le circuit d'essayer de dormir. C'est-à-dire que l'individu qui est stressé, il faut d'abord... Comme on a vu dans le reportage, la personne qui disait que je réfléchis déjà d'emblée à ma prochaine nuit, comment Absolument. Ça va se passer. Donc il faut essayer d'évacuer ce stress la journée. Parce que si vous rattrapez la nuit, c'est un peu trop tard et c'est difficile à gérer le sommeil par la suite. Quels sont les autres facteurs de risque? Les autres facteurs, vous savez qu'en matière d'insomnie, en fait, l'insomnie et les maladies organiques sont à double sens. Il y a par exemple des maladies organiques
qui sont à l'origine de certaines insomnies. Vous prenez par exemple le syndrome démentiel, vous prenez par exemple la sclérose en plaques, vous prenez par exemple les gens qui prennent les gens qui prennent des corticoïdes, les gens qui prennent des antidépresseurs, ceux qui sont addicts par exemple à l'alcool ou au tabac, au café. Tout ça, ce sont des facteurs somatiques ou organiques qui sont générateurs d'insomnie. Et vous avez aussi, par ricochet, l'insomnie qui est à l'origine de certaines maladies. Par exemple, là, c'est prouvé que l'insomnie est à l'origine de l'obésité, contrairement à l'idée qu'on avait auparavant, que les gens qui dormaient beaucoup sont obèses. Là, les études ont montré que c'était l'inverse. On accumule de la graisse et syndrome métabolique égale diabète. Maintenant, il y a une corrélation entre insomnie et futur diabétique. Pour vous dire que c'est intriqué entre les deux. Pour vous, Lilia, est-ce que vous avez essayé justement d'instaurer peut-être une hygiène de sommeil? D'emblée, on va parler des traitements, mais déjà, est-ce que vous avez essayé d'adopter une hygiène du sommeil, par exemple dormir à des heures précises, ne pas vous exposer aux écrans, puisque les écrans sont un facteur aggravant? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire concrètement pour améliorer votre sommeil? À partir que l'insomnie a commencé à peser sur ma vie, sur mon quotidien, j'ai commencé à lire. Je ne voulais pas prendre de somnifères, surtout pas de somnifères. J'ai essayé de trouver des techniques de médecine douce, d'astuces de grand-mère, tout simplement. J'ai pris des tisanes, j'ai fait du sport, des bains chauds, j'ai pris on m'a prescrit un médicament à base de plantes qui ne causait pas de dépendance, mais ça n'a rien donné. Je suis une grande consommatrice de café, j'ai essayé de minimiser mes prises de café, ça n'a aussi rien donné. J'ai téléchargé une application qui aide à régulariser les heures de sommeil. Ça n'a rien donné aussi. Alors j'étais obligée de voir un médecin pour qu'il me prescrive des médicaments. Oui. Alors professeur, je pense que vous vouliez réagir. Enfin, c'est une excellente chose qu'elle aille consulter un médecin. Je voulais justement dire à travers cette émission que, au fait, un trouble du sommeil, c'est un symptôme. Comme tous les symptômes, par exemple la toux, comme la rhinorrhée, etc., qu'il faut explorer quand elle dépasse... Ça peut cacher autre chose, en fait. Ça fait exactement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire quand on est insomniaque, si le terme est exact, quand ça dépasse les 4-5 semaines, quand ça devient inhabituel par rapport à notre comportement antérieur, c'est un signe d'alarme. C'est un signe d'alarme, ça veut dire que ça risque de couver quelque chose. Que ce soit une maladie organique qu'on ignore, ou bien c'est aussi, ça veut dire qu'il y a une perturbation au niveau de la physiologie du cerveau, et ça peut être aussi certaines maladies mentales qui commencent comme ça. Oui, beaucoup de maladies. Oui, beaucoup de maladies mentales comme ça. On a tendance à négliger un petit peu cette insomnie, et là on va rentrer dans un cercle vicieux. C'est jusqu'au jour où ça va apparaître, par exemple une dépression ou autre chose. C'est pas pour faire peur à la dame, mais c'est vrai qu'elle a bien dit, elle a pris conscience que cette insomnie était anormale, était pathologique, et elle a pris donc le courage d'aller consulter un médecin. Et là, à travers les entretiens, à travers les différentes investigations, cliniques, paracliniques et autre chose, on arrive certainement, dans les 90% des cas, à retrouver une étiologie, qu'elle soit organique ou psychologique ou psychiatrique, vous voulez. Et donc l'insomnie, c'est pas un traitement d'insomnie. Ça ne se traite pas l'insomnie. L'insomnie occasionnelle, on peut à la limite donner certains sédatifs le soir, ou que ce soit parapharmaceutique ou bien le principe actif des médicaments sédatifs, mais le rôle du médecin, c'est de mettre un diagnostic sur cette insomnie ou ce trouble du sommeil. Et quand on trouve le diagnostic, on traite étiologiquement, généralement, dans 90%... On s'attaque à la cause, en fait. Dans 90%, ça rentre dans l'ordre. Oui. Lilia, dites-nous un peu quelles répercussions a aujourd'hui, justement, cette dette du sommeil dans votre vie de tous les jours? Le résultat se voit dans mon quotidien. Je me réveille déjà très fatiguée, je me réveille assez tard, j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à travailler correctement, je suis plutôt irritable, je suis toujours... de mauvaise humeur. De mauvaise humeur, très facilement énervée. Oui. C'est surtout la fatigue. Est-ce que vous avez des trous de mémoire, par exemple? J'ai beaucoup de trous de mémoire, c'est vrai.
Oui, je pense qu'on en a un peu parlé au tout début de l'émission quand on disait l'importance du sommeil justement, mais quelles sont les conséquences justement de cette dette de sommeil à court et à long terme, professeur? Les conséquences immédiates, c'est ce qu'elle vient de décrire, c'est qu'il y a des troubles cognitifs qui s'installent. Ça veut dire que, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un substratum anatomique au cerveau, au sommeil, pardon. Oui. Et donc à partir de là, s'il y a une insomnie, il y a toute une perturbation au niveau du métabolisme cérébral et vous avez des troubles cognitifs. Qui dit troubles cognitifs, ça veut dire on a des problèmes de concentration, la personne va avoir des troubles de la mémoire, elle s'oublie, elle oublie certaines choses. L'obésité, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, l'obésité sur le plan somatique à long terme, c'est clair, mais c'est surtout l'irritabilité, les troubles du caractère, c'est une personne qui devient assez coléreuse, assez nerveuse et qui démarre au quart de tour, etc. Ce sont les conséquences d'une insomnie quand elle est prolongée et quand elle n'est pas prise en charge correctement. Oui, à long terme aussi, il y a peut-être l'hypertension, le diabète. Les maladies psychosomatiques, ça rentre, et particulièrement, maintenant c'est pratiquement prouvé, le syndrome métabolique, ou bien les dyslipidémies, ou bien carrément un diabète, c'est connu. La plupart des personnes qui ne dorment pas la nuit, elles vous disent, elles passent son temps à grignoter, donc on prend du poids, on ne dégrade pas les graisses qui doivent être dégradées pendant le sommeil. Donc vous imaginez, tout ça, c'est un cocktail, bien sûr, pour devenir obèse et avoir des nouvelles études ont prouvé également que l'insomnie pourrait causer à long terme Alzheimer et diminuer l'espérance de vie. Dire à quel point, c'est pas pour vous faire peur, mais ce sont des études très sérieuses qui ont été menées. Il y a maintenant des études sérieuses qui montrent que l'insomnie chronique serait probablement parmi les étiologies de la maladie d'Alzheimer et autre chose. Oui. C'est pour ça que j'ai tenu aussi à témoigner, parce que généralement l'entourage prend très à la légère l'impact de l'insomnie sur la personne. Vous disiez justement que vous avez le sentiment d'être incomprise. Oui. Oui. Déjà incomprise, un peu gênée à chaque fois qu'on m'appelle à 10h, 11h du soir, du matin plutôt, on me trouve en train de dormir. T'es pas réveillé, t'es encore endormi. Ça me gênait. J'étais à chaque fois obligée de me justifier. J'ai pas dormi la nuit d'avant, j'ai pas dormi il y a 2 nuits. Ouais. C'est très très pesant. Est-ce que ça se traite l'insomnie, professeur, en finalité? Quels sont les traitements? Oui, ça se traite. Je vous dis maintenant, c'est au point où la médecine avance, la science avance, les neurosciences avancent. Il y a même des sous-spécialités, voire même des spécialités du sommeil. Oui. Il y a des spécialistes qui traitent spécialement le sommeil, c'est-à-dire que vous êtes hospitalisé pendant quelques jours ou toute une nuit et on vous fait un électroencéphalogramme, un électro-oculogramme, un électromyogramme, tout ça, c'est pour voir un peu la faille provoquée par cette insomnie. Mais concernant le traitement, je vous dis encore une fois, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. L'insomnie, il ne faut pas que les gens comprennent par insomniaque égale maladie. Oui. C'est un symptôme, effectivement, qui est capital, qui est très important à prendre au sérieux, mais le traitement d'insomnie est un traitement étiologique. C'est au cas par cas. Et il faut bien chercher, bien creuser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre de sédatifs comme ça, à la légère. Non, c'est une erreur. Ou plonger dans l'automédication surtout. C'est une erreur, sauf si c'est une insomnie. Le patient rapporte qu'il traverse des moments dans sa vie où il lui arrive de temps en temps de faire 1 semaine à 2 semaines d'insomnie suite à un stress, suite à une surcharge professionnelle ou suite à des conflits familiaux, sociaux, etc. Là, on peut se permettre à la limite d'essayer de réajuster et de donner la molécule la plus adaptée, c'est-à-dire la molécule qui va respecter l'architecture du sommeil. Mais sinon, en dehors de ça, on conseille aux gens de consulter et faire toutes les investigations cliniques, paracliniques pour essayer de voir ou bien de situer au fait ce trouble du sommeil qui est l'insomnie, c'est dû à quoi. Oui, je pense aussi qu'il y a un mot peut-être pour terminer cette émission, dire aussi que si cette maladie est aujourd'hui un peu sous-diagnostiquée, parce qu'il faut le dire, et parce qu'il y a aussi une négligence de la part du corps médical, est-ce que vous ne pensez pas que l'insomnie n'occupe pas une grande place justement dans les études de médecine d'une manière générale? Très juste, je vous rejoins parce que beaucoup de médecins que nous sommes, je ne dirais pas qu'on n'accorde pas d'importance à l'insomnie, mais peut-être on ne va pas la chercher. Ce qui nous importe quand un patient se présente à notre consultation, on essaie de se focaliser sur un symptôme et il y a parfois des non-dits. Le patient ne vous rapporte pas systématiquement une insomnie. Mais c'est au médecin d'aller la chercher. Est-ce qu'il y a une bonne qualité de vie? Et une bonne qualité de vie commence par une bonne nuit de sommeil. Et si on posait des questions aux patients, est-ce que vous dormez bien? Eh ben, la majorité vous diront effectivement j'ai un problème de sommeil. Non, mais on a tendance aussi à ne pas les prendre au sérieux, ces gens-là. Quand ils consultent justement pour ce motif, on ne les prend pas au sérieux. C'était mon cas. J'ai visité beaucoup
beaucoup de médecins et j'avais beaucoup de mal à leur expliquer l'impact qu'avait l'insomnie sur ma vie, que je devais impérativement dormir parce que j'en avais vraiment besoin. Je sentais qu'ils ne prenaient pas au sérieux ma requête et qu'ils hésitaient avant de me prescrire des somnifères. Oui. Bien que j'ai essayé d'éviter au maximum de ne pas les prendre, mais arrivé à un certain stade, j'étais obligée. C'était juste impossible. Voilà, c'était le dernier mot de cette émission. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.